ils sont au milieu d'une crise, mais je le répète, individuellement, c'est un défi, c'est un appel. Et ils vont tenter de faire le mieux qu'ils le peuvent dans ce contexte difficile. Oui, sans savoir combien de temps ça va durer non plus. Exact. Parce que c'est ça aussi la grande question. Est-ce que ça va tenir quelques semaines? Est-ce que ça va tenir quelques mois? Est-ce que s'il y a un nouveau chef, puis il y a toutes sortes de scénarios, est-ce qu'ils vont quand même rester au cabinet? Il y a des députés libéraux qui m'ont dit « Pourquoi est-ce qu'on fait un remaniement maintenant? Il y a tellement de points d'interrogation. » Mais la volonté du gouvernement Trudeau, c'était de montrer que la maison est quand même assez en ordre, malgré la crise, qu'il y a des gens aux personnes clés, parce qu'il y a quand même M. Trump qui s'en vient là, le 20 janvier. C'est important d'avoir quelqu'un à la sécurité publique. Dominique Leblanc, il a beau être un super ministre, il ne peut pas tout faire non plus. Bien sûr. Donc là, Donc il fallait équilibrer les choses un petit peu. Bien, j'aimerais qu'on rappelle ça pour les gens peut-être qui n'étaient pas avec nous plus tôt, parce que l'intention, l'urgence, parce qu'il fallait, c'est pas simplement la fioriture, là, il fallait qu'il décharge certains ministres, M. Leblanc est l'exemple le plus patent, Anita Anand également, il décharge certains ministres de certaines responsabilités. Laurence. Oui, parce que Anita Anand, elle avait Conseil du Trésor et Transport. À un moment donné, ça fait beaucoup pour une seule personne. Dominique Leblanc, bon, là, on comprend qu'il va garder probablement la frontière, mais avec les finances, ça devenait intenable d'avoir la sécurité publique. Il y a quand même beaucoup de ministres aussi qui avaient dit qu'ils n'allaient pas se représenter. Donc, par exemple, Sean Fraser au logement lundi, donc on voulait donner son portfolio à quelqu'un. On l'a donné à Nathaniel Erskine-Smith qui a dit lui aussi qu'il ne se représentait pas aux dernières nouvelles, mais peut-être que là, sa nomination c'est quand même bizarre, au cabinet vient c'est l'élément bizarre. C'est bizarre, j'avoue, mais peut-être que cette nomination va le faire changer d'avis, M. Erskine-Smith. Mais oui, il fallait combler certains trous pour montrer que la maison était en ordre, pour montrer que le gouvernement fonctionnait pour mettre des gens à des postes clés là, avant Noël. Et peu importe la décision de M. Trudeau, il faut que le gouvernement continue. Là. Alors, c'est ça l'idée aussi. Là, Paul, vous avez utilisé un mot-clé en tout début d'émission. Vous avez dit il y a beaucoup d'intendance, là, mais ça fait partie aussi du fonctionnement d'un gouvernement. Oui, parce que si un ministre et M. Leblanc avaient 4 responsabilités, c'est impossible qu'il s'acquitte de ces 4 tâches avec une ardeur égale. Donc, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'il y ait des ministres en poste parce que qui sait quelle crise pourrait attendre certains ministères dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, c'est une décision qui devait être prise avant le congé des fêtes pour donner un petit peu de temps aux nouveaux ministres d'apprivoiser leurs fonctions. C'est le moment idéal là, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Prévoit-on du moins dans les prochaines semaines. Je pensais que vous alliez dire qu'il n'y a pas grand-chose d'idéal pour eux actuellement. Alors, le moment, là. Catherine, vous êtes conseillère là, de M. Trudeau, là, une seconde. Je vous pose la question, est-ce que, si vous étiez conseillère de M. Trudeau, vous avez fait ça, mais de l'autre côté, est-ce que vous lui conseillez d'aller au micro et de répondre à quelques questions ou bien tant que c'est pas clair et net dans son esprit, on ne rapproche pas des journalistes? Bien, c'est un calcul, en fait. Hein? Il faut voir quelles questions il pourrait anticiper, sur quoi. Est-ce qu'il va y perdre au change, gagner au change? Et est-ce qu'il veut laisser l'équipe briller plutôt que de faire des commentaires et puis filer vers la semaine de Noël, là? Est-ce qu'il a un message à livrer qui va faire en sorte qu'il va marquer des points? C'est un peu la réponse à votre question, Patrice. Là. Ouais. Dans ce cas-ci... Il y a une seule question qu'on poserait. Il y a une seule question qu'on poserait à répétition. Est-ce que vous partez, vous restez? Si vous partez quand? Si vous partez, est-ce que vous voulez rester premier ministre et chef jusqu'à la nomination, on imagine, du prochain chef? Oui. C'est ce genre de questions-là qui... je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je ne vous entends plus. Mais évidemment, M. Trudeau pourrait parler sans répondre aux questions. Oui. Il pourrait juste faire une déclaration. Une déclaration. Oui. Exactement, comme Laurence l'a dit, il pourrait livrer une déclaration, pas répondre à des questions, mais bon, peut-être qu'il ne veut pas s'embarquer là-dedans. Moi, je pense qu'un premier ministre doit parler aux Canadiens, surtout dans un moment crucial comme celui-là. Là. Je laisserais ça avec cette note-là. OK, mais là, il y a quelqu'un qui vient. Ou c'est quelqu'un d'autre qui va venir? Laurent, on ne le sait pas, en fait. Non, je ne sais pas. Moi, je vois certains de mes collègues qui sont attroupés. Là, je suis en train de regarder.
Je me tourne, je vois certains de mes collègues qui sont attroupés devant la porte de Rideau Hall. Donc ça semble indiquer que... Puis il y a quelqu'un qui fait sa balance de blanc. Oui. Ça veut dire, ça, c'est un caméraman qui fait ça veut dire qu'en général, il y a quelqu'un qui va parler. Est-ce que M. Trudeau va venir nous dire quelques mots? Est-ce qu'il va prendre les questions? Apparemment, non. n'ai Là, pas ce de que je confirmation. comprends, Laurence, ce qu'on me dit dans l'oreille, c'est que Oui. ce sont les 12 nommés ou renommés déplacés qui vont venir parler, mais que M. Trudeau ne viendrait pas. Ah, parce qu'on était plein d'espoir là, il y a quelques minutes, je dois vous de toute dire. façon, on ne bouge pas, là, on reste là, mesdames et messieurs. C'est Non, c'est on la bouge question pas. qui est suspendue. Parlera-t-il ou non? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les nouveaux ministres et les ministres qui ont eu d'autres responsabilités viendront parler. Et eux risquent de se faire poser la question sur l'avenir de M. Trudeau, parce qu'il y a deux histoires aujourd'hui. Oui, il y a l'histoire du remaniement, mais fondamentalement, la vraie histoire, c'est ce qui se passe avec le leadership de M. Trudeau. Est-ce qu'il reste ou il part? Puis c'est ça que les gens veulent savoir aujourd'hui. Donc, les ministres risquent d'être interpellés sur la question, là. Bien sûr. Et de toute façon, quand il y a un remaniement, les réponses sont jamais très, très longues aux questions parce que la réponse est toujours à peu près la même. Écoutez, je suis ministre depuis environ 3 minutes, donc vous me permettrez de lire mon cahier de C'est vrai. greffage avant de vous répondre sur le fond, Ouais. mais je suis très honoré de la confiance qui m'a Ouais. été accordée. Ça ressemble Mais ça, c'est pas une question un sur le groupe qui fond. va venir réitérer. Pardon, Catherine? Alors, j'allais dire, ça ressemble à mes yeux à un groupe d'élus qui vont venir réitérer leur confiance dans le premier ministre. Bon, pendant qu'on attend de savoir s'il va parler, Catherine, j'ai une autre question pour vous. Comme ex-stratège. M. Poilievre, est-ce qu'il aime mieux que M. Trudeau reste à tout prix ou il est indifférent à ce que quelqu'un comme Leblanc ou Mme Freeland ou un autre soit devant lui? Est-ce que les conservateurs sont nerveux ou pas, selon vous? Non, je pense que M. Poilievre est prêt pour une élection. Il écoute les Canadiens et il veut être premier ministre du Canada. Il veut un mandat fort et il veut ça le plus rapidement possible. Il est prêt à prendre la bataille avec M. Trudeau. Là, sur les autres, je ne peux pas spéculer. Mais je veux noter aussi que M. Singh... Mais a-t-il peur de perdre M. je- Trudeau comme adversaire? Ben, c'est sûr, je ne sais pas s'il a peur, je ne vais pas parler pour lui, Ben, pas là, peur, mais si mais je vous me comprenez, prends là. maintenant du côté analyse, je me dis que le meilleur adversaire pour l'élection, c'est Justin Trudeau. Et M. Singh, je regardais sa lettre tout à l'heure ou sa publication, il dit je ne voterai pas avec M. Trudeau à la prochaine séance de la Chambre des communes. Il n'a pas dit je ne voterai pas pour M. Trudeau n'importe quand. Donc, il y a des nuances aussi. On dirait qu'encore une fois, M. Singh se laisse un peu une petite porte de sortie à ce niveau-là. Là. Mais Ben M. là. Poilievre, définitivement, est prêt à combattre M. Trudeau en élection. Oui, c'est certain. ça, oui. ça Oui, serait allez-y, l'idéal. Laurence. Patrice, là-dessus. Oui, juste vous dire, moi, je sais qu'il y a plusieurs députés conservateurs qui nous ont dit qu'ils aimeraient bien que M. Trudeau reste parce qu'ils pensent qu'ils peuvent justement l'emporter contre lui. Donc, ils sont contents de l'avoir comme adversaire. Donc, c'est certain qu'il y en a qui sont nerveux en ce moment, surtout que si jamais il s'en va, la question, c'est qui le remplacerait. Et si c'est, par exemple, un Dominique Leblanc, ça inquiéterait les conservateurs. Peut-être aussi un François-Philippe Champagne, ça pourrait créer de l'inquiétude. Donc moi, je pense que les conservateurs surveillent très, très attentivement ce qui se passe en ce moment à Ottawa. Oui, en fait, oui, Paul, il préférerait se battre contre M. Trudeau. Là. C'est moins imprévisible pour eux. Là. Oui, ne serait-ce que pour l'effort, le plan est déjà bien connu. Il est déjà préparé pour affronter M. Trudeau. Donc, il faudrait peut-être corriger certaines phrases, le réviser un peu si l'adversaire change. Leur préférence est d'affronter M. Trudeau, mais je ne crois pas qu'ils aient peur des autres candidats. Peut-être ils seraient moins à l'aise. Là. Ils n'accueilleraient pas ça favorablement, Ouais. mais ils demeureraient quand même malgré tout très confiants parce que, selon leurs calculs, M. Trudeau a nui à la marque libérale et les dégâts demeureraient malgré son départ. Bon, alors, les voici, les potentiels, donc, candidats à une éventuelle course à la chefferie. Mike Carney, évidemment, introuvable. Dominique Leblanc, qui est partout, lui. Christopher Freeland, qui a finalement
créé toute cette crise par son départ. Elle, évidemment, dit oui, mais on a voulu me tasser. François-Philippe Champagne, profil économique, Mélanie Joly et Anita Anand, dont on parlait tout à l'heure, qui, je crois, sera la première à venir parler parce qu'on nous dit que M. Trudeau ne parlera pas. Alors, voici, c'était effectivement ce qu'on vous avait dit, Laurent. Il ne viendra pas au lutrin, M. Trudeau, selon son attaché aujourd'hui. Alors, il va attendre vraisemblablement début janvier, là, parce que là, c'est pas sa fête, c'est pas Noël qui va convoquer une conférence de presse, là. Bien, on l'espère, en tout cas pour nous, parce qu'on aimerait ça avoir une petite pause pendant les fêtes, je vais être honnête avec vous. Mais on s'attend peut-être à quelque chose début janvier, qui prenne un peu de temps. Puis je pense que c'est Soraya Martinez qui vous l'a dit un peu hier, là, qui prenne du temps pour réfléchir. Il faut que ce soit sa décision. C'est quand même une décision importante là, pour lui, pour son équipe, pour l'avenir du pays. Donc, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'appels à son départ. Ça. Alors, puis il ne faut pas pousser sur l'herbe. On va attendre, puis on va attendre sa décision, puis on sera là, évidemment, en direct, peu importe le jour. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il se laisse encore les deux portes, là. Si c'était clairement « je reste envers et contre tous et suivez-moi », puis on va aller en campagne même plus tôt, puis on va déposer un budget tôt, puis il serait au lutrin, Catherine, vous comprenez? Il serait au lutrin, puis il dirait ça, là. Oui, mais encore une fois, je pense que c'est l'équipe. Il veut montrer l'équipe. Hein. Il a besoin d'aide. C'est son leadership qui est dans le trouble total, là. Donc là, il montre qu'il peut raviver un peu son équipe. Et le fait qu'il ne parle pas aujourd'hui, oui, vous l'avez dit, il veut éviter la question et montrer qu'il continue à réfléchir. Et je pense que les nouveaux ministres ou les ministres dont les portefeuilles ont changé ont des défis très importants devant eux. Madame Anand, on a parlé de transport, mais elle a aussi le commerce intérieur. C'est une question importante en ce moment. Est-ce qu'on peut faire mieux chez nous si on est attaqué dans le commerce extérieur? M. McKinnon aussi, à long terme, s'il y avait des tarifs, le ministre de l'Emploi devient très important pour le lait, pour le bois, etc. Donc, je pense qu'il laisse la place là, à son équipe et à montrer qu'il n'est pas seul. On l'a un peu qualifié d'être... c'est pas moi qui l'ai dit, là, mais tu sais, narcissique, qui ne gouverne que pour lui-même, son leadership est attaqué. Donc, il essaie de changer un peu la donne avec ça. Puis, c'est un choix de faire ce genre de conférence de presse-là. Mais qui sait, peut-être qu'il va parler plus tard aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne penserais pas. Mais Paul, oui, c'est un choix tout à fait, mais il ne faut pas minimiser le caractère inédit de ça. Là, il y avait, et chez vous à la presse, chez nous à Radio-Canada, à TVA, à Global, à CBC, il y avait toutes ces entrevues traditionnelles de fin d'année. Il a annulé tout ça et on comprend tout à fait pourquoi. Parce qu'il veut avoir une réponse claire à une question simple. Partez ou vous restez, Paul. Oui, puis les interviews de fin d'année, donc, elles ont été annulées, je crois, mercredi midi. Exact. Mardi, après le départ de Chrystia Freeland, elles n'étaient pas encore annulées. La preuve qu'il était encore en train de réfléchir, qu'il y avait une incertitude qui planait encore sur ce qui allait se passer durant la semaine. Mais c'est que ce sont des interviews longues et donc beaucoup plus dangereuses parce c'est une chose d'esquiver une question une fois, deux fois, trois fois, mais la 15e fois, ça paraît un peu moins bien. Et la question, on l'aurait reformulée, comme vous l'avez dit, dans tous les sens. Exactement. Et la non-réponse aurait été encore plus flagrante. Mais après un remaniement, bon, c'est la coutume que le premier ministre parle, réponde aux questions. Ça ne s'est pas fait à chaque fois, systématiquement. Mais dans ce cas-ci, dans l'intérêt de M. Trudeau, je peux comprendre l'utilité, comme Catherine l'a dit, de laisser un peu plus de place à ses ministres. Il y aura un conseil des ministres, Laurence, à Ottawa, aujourd'hui. Oui, pour ceux qui sont là en présentiel, pour reprendre l'expression qu'on n'aime pas, et les autres, parce que vous l'avez dit, François-Philippe Champagne est dans sa circonscription, il y en a d'autres, seront en virtuel. Seront là. Oui, exactement. Mélanie Joly, j'ai eu la confirmation qu'elle allait être là aussi en virtuel parce qu'on l'a dit en début d'émission, là, elle a été très malade cette semaine. On l'a pas d'ailleurs on l'a pas vraiment entendu cette semaine. Donc, il y a au moins 2 ministres là, comme ça qui vont être en virtuel parce qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés chez eux. Là. On est le 20 décembre. Là. Les gens sont rentrés enfin chez eux dans leur circonscription pour passer un peu de temps en famille. Les travaux au Parlement se sont arrêtés quand même mardi. Ceux qui allaient faire leur entrée au cabinet ou qui changeaient de portfolio se sont fait dire « restez à Ottawa ».
Mais les autres, il y en a beaucoup qui sont partis chez eux, là, parce que ça a été quand même une session mouvementée et occupée, là. Oui, oui. Vous avez droit à une pause, Laurence. Et Louis aussi. Ceux qui se posent la question, là, mon Dieu, je vais le dire, soyons transparents, Louis avait... il ne pouvait pas remettre, il y avait une intervention, là, pas... Oui. Oui, une opération, oui. C'est ça. Oui, pour ces... Chirurgicale. Médicale, mais rien de grave. Voilà, c'est ce que Exactement. j'essayais de dire. Donc, rien de grave, mais c'est pour ça qu'il n'est pas là. Oui. Voilà, ça arrive dans la vie. Et vous avez dit, Mme Joly, c'est pas nécessairement... Parce que les gens disent, ah, c'est un calcul politique, elle veut pas. Mais on a le droit aussi d'être malade, là. Oui, exactement. Je l'ai croisée en début de semaine, moi, puis elle portait un masque, puis elle avait l'air quand même assez mal en point. Bon, en même temps, est-ce que ça l'arrangeait de ne pas faire de commentaires cette semaine? Peut-être, mais on va voir aussi ce qu'ils vont dire, les ministres. C'est parce que ce qu'il va falloir surveiller, c'est en fonction de la décision de M. Trudeau, si jamais il décide de rester, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire début janvier? Parce qu'il y en a qui ont peut-être pas nécessairement, qui ont peut-être pas voulu s'exprimer publiquement cette semaine ou qui sont restés vagues, mais peut-être qu'en janvier, dépendamment de la décision de M. Trudeau, ils auraient envie de prendre la parole, puis peut-être dans certains cas de le critiquer, là. Très bien. Alors, on est en attente, mesdames et messieurs, de ces quelques points de presse des nouveaux. Je disais, ils vont venir à la queue leu-leu. J'imagine que les 12 ne viendront pas, là. Mais on verra. Ils vont peut-être venir par groupe aussi. Oui, voilà. Oui. Bonne idée. Bonne idée. Venons par groupe. Très bien. Alors, je vais parler dans quelques instants, parce que c'est vraiment l'éléphant dans la pièce. C'est la relation avec le Canada et les États-Unis. Catherine, je vous garde. Et Raphaël Jacob, que j'accueille à l'émission. Bonjour, Raphaël. Bonjour. On est à un mois, là, jour pour jour, de la sermentation. Est-ce que... bon, M. Trump, on le sait maintenant, regarde et s'amuse de ce qui se passe au Canada. Il va, d'après vous, profiter de chaque moment de faiblesse ou de déséquilibre de ce gouvernement-là? Oui et non, c'est-à-dire que je peux vous garantir de façon catégorique qui regarde présentement de façon détaillée qui va être nommé aux différents postes du cabinet canadien présentement à Mar-a-Lago. Personne. Il n'y a personne, disons-le très franchement, qui va s'intéresser par rapport à tous les plus fins détails de qui va être nommé à quel cabinet ou à quel titre au niveau du cabinet. Une fois que ça s'est dit, le message général, assurément, qu'on va retenir de ce qui se passe aujourd'hui à Ottawa, d'un point de vue de l'équipe à Mar-a-Lago, de l'équipe de M. Trump, c'est effectivement que c'est un nouveau signe de faiblesse. Et est-ce que M. Trump va capitaliser là-dessus? Ça serait, disons, pratiquement aller contre sa propre nature de ne pas le faire. Donc, la réponse courte, c'est oui. Catherine, où on en est dans les pronostics? Parce que là, le tic-tac se fait aller. Il y a eu ce plan présenté par les Canadiens d'1,3 milliard sur 6 ans sur la frontière. Où on en est dans l'élaboration des tarifs? Qu'est-ce que vous décodez dans l'entourage de M. Trump? Est-ce qu'il va baisser le ton d'ici le 20 janvier ou ça sera le mystère total? Baisser le ton, ben là, je ne sais pas, il est assez imprévisible. Oui. Mais ce que je pense qu'on est en train de comprendre, c'est que peu importe ce qu'on a fait à la frontière comme investissement, comme pays, le Canada, en réponse aux menaces de Donald Trump, qu'on s'en va vers un agenda qui va affecter le Canada, c'est-à-dire des tarifs. À quelle hauteur et est-ce que ça va être de manière unilatérale et que le Canada va devoir travailler à s'en défaire? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sera le cas. Il semble aussi continuer à être un peu obsédé par le fameux, selon lui, 100 milliards de déficit commercial. On a vu les premiers ministres des provinces arriver, comme Mme Smith, en disant « Oui, mais attention, si vous mettez des tarifs sur 60 par exemple, du pétrole qu'on vous fournit ou 80 de l'électricité qui est achetée au Canada, qui est achetée par les États-Unis à l'extérieur, ça vous fera mal à vous aussi. » Il doit aussi, face aux Américains, les convaincre que de déstabiliser le commerce et les prix et la compétition ne va pas leur nuire trop. Et en même temps, on sait qu'il a dit à M. Legault, le premier ministre du Québec, ça ne me dérange pas s'il y a des effets négatifs à court terme sur les États-Unis parce que moi, je suis là
pour le long terme, pour ramener la fameuse production manufacturière aux États-Unis et pour changer la donne et renforcer l'économie à long terme des États-Unis en fabriquant les choses chez nous, là. Patrice, je tiens juste Et à... il y a l'accord de libre-échange aussi, Patrice. 2026 qui doit Oui, être... mais bon, je pense que ça Il peut le sera rouvrir. peut-être, oui, devancé. Puis ce serait peut-être à l'avantage du Canada puisque ça donne un cadre de négociation. Oui, et d'ailleurs, oui, vous avez raison, plusieurs voix sont levées au Canada en disant soyons proactifs, là, demandons qu'on rouvre au plus vite pour au moins encadrer ce qu'il veut faire. Oui, Raphaël, vous alliez dire? J'allais en fait rebondir sur les premiers propos de Catherine parce que je crois qu'elle marque un point qui est important. On ne peut prédire avec certitude, avec précision, quand les tarifs vont toucher le Canada à la hauteur de 25 sur tout ce qui est exportation sur une période de 4 ans. Probablement que le principal intéressé lui-même ne le sait pas. Une fois que ceci dit, ce que je crois qu'on devrait s'attendre normalement à voir, c'est l'imposition d'au moins certains tarifs. Autrement dit, moi-même, je serais un petit peu comme Catherine, très surpris à ce stade-ci s'il y avait essentiellement un bluff total et que le président élu reculait. Parce que c'est pas simplement les paroles envoyées de façon maintenant répétée à l'endroit du Canada et même du Mexique. Regardez, dans les dernières 24 heures, il a commencé aussi à émettre des menaces par rapport aux partenaires européens. Pas tout à fait de la même façon, mais en leur disant essentiellement, si vous ne commencez pas à acheter davantage d'énergie américaine, on va vous taxer. On va imposer des droits de douane sur ce qui rentre en venance ou en provenance de l'Europe. Et regardez le point de presse, le grand point de presse de M. Trump il y a quelques jours tenu en Floride. Il est vraiment venu marteler à quel point il tenait à imposer des tarifs. Dans ce contexte-là, ne serait-ce que pour sauver sa propre crédibilité comme négociateur. Il n'y a pas de garantie, encore une fois, mais ce serait surprenant qu'il n'y ait pas au moins, et ce, probablement assez rapidement dans son deuxième mandat, d'imposition de tarifs douaniers. Et d'autant plus que son tsar des frontières, le responsable à la Maison-Blanche du dossier, entre autres de la déportation du million d'illégaux aux États-Unis qui sont dans une situation de criminalité, là, ils veulent commencer par 1 million, lui parle de plus en plus de la frontière nord au Canada, là. Oui, Raphaël. Oui, non, absolument. On en parlait hier à votre émission, le fait que Tom Homan, en entrevue avec Tucker Carlson, une des plus grandes figures de proue, si on veut, du mouvement Trumpiste aux États-Unis, dans les médias alternatifs américains, parlait de l'augmentation que lui chiffrait à peu près à 600, allant de 600 à 800 pour ce qui est des entrées irrégulières à la frontière nord, autrement dit la frontière canado-américaine, et 1 point additionnel par rapport à la frontière avec le Québec. Pas simplement l'ensemble du Canada, mais le Québec. Parce que lui a cerné, M. Homan a cerné particulièrement la région frontalière qui donne sur l'État de New York. Pas besoin de vous donner un grand cours de géographie, là. On parle pas de l'Alberta, de la Colombie-Britannique. C'est le dossier de Romain Chouet chez nous. C'est lui qui a révélé ces chiffres que ça avait quintuplé. Voilà. Peut-être pas sextuplé, en tout cas quintuplé. Peu importe, mais il y a une nette augmentation de passage du nord au sud, de ressortissants indiens, entre autres, qui viennent ici, d'où la demande d'imposer des visas plus agressifs à l'Inde, Catherine. Tout est dans tout, là. Oui, mais... Et oui, tout est dans tout. Et c'est ce que M. Legault, le premier ministre du Québec, a martelé aussi. Il est très conscient de cela. Je pense que ça a dû faire partie aussi des discussions entre les premiers ministres et le premier ministre du Canada et des discussions au Conseil de la Fédération. Ces chiffres-là ne mentent pas. Il y a un problème. Ça inclut aussi à quoi ça se naît au Québec. Et M. Homan a la tâche difficile de procéder à ces déportations-là, mais aussi de fermer les filets et les passages qui bordent les États-Unis, tant au Mexique qu'au Canada. Et M. Leblanc va être absolument concentré sur cette chose-là. Je pense que ça va prendre beaucoup de place dans l'actualité. Il y a les tarifs, bien sûr, mais il y a aussi la frontière qui prendra beaucoup de place dans l'actualité au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Je veux conclure avec Raphaël et vous là-dessus, puis je vais revenir à nos analyses parce que les conférences de presse vont commencer. Mais à partir de... En fait, depuis son élection, mais à partir de maintenant, là, il y a des nouveaux ministres. L'obsession, Raphaël, c'est la relation avec les États-Unis. C'est ce qui balaie tout le reste. Vous avez parlé de M. Leblanc. Il ne va penser qu'à ça, là, Raphaël.
Assurément, d'un point de vue canadien, ce qui va être intéressant de voir, c'est à quel point c'est vrai, c'est réciproque d'un point de vue américain. Je peux vous dire qu'à Washington et à Mar-a-Lago, présentement, il n'y a pas grand monde, non seulement qui se soucie du remaniement ministériel, ou même de façon beaucoup plus large, qui parle de relations entre les deux pays. On est vraiment, et je ne veux pas trop rentrer dans cette poutine-là présentement, je comprends que ce n'est pas le focus principal de l'émission spéciale, là, mais l'attention présentement, elle est vraiment sur les questions budgétaires à court terme à Washington. Est-ce qu'on va tomber en paralysie partielle de l'État pendant les fêtes ou non? Ce qui se passe présentement à Ottawa, oui, c'est extrêmement important d'un point de vue canado-américain, surtout pour nous. Bien sûr. Est-ce qu'on va recommencer à parler Mais du côté américain? On verra. Ça tombe bien parce que tout à l'heure, aux 17h, on va se revoir et on va parler de ce blocage, du rôle d'Elon Musk, entre autres, au Congrès. Et ça, c'est quand même assez... Il n'est pas au pouvoir encore, M. Trump. C'est ça qui est incroyable. Merci, Raphaël. Merci, Catherine. Vous restez là. Je retrouve Michel C., Paul Journet. Dans quelques minutes, mesdames et messieurs, il y aura donc des vagues successives, 3 vagues successives de nouveaux ministres qui vont venir s'adresser aux journalistes. Puis devinez quelle sera la première question. Est-ce que vous avez encore confiance en M. Trudeau? Est-ce que M. Trudeau devrait partir? Ça va être ça à peu près du début à la fin, Laurence. Oui. Je ne veux pas dicter moi, c'est la question que je poserais. Non, mais moi, c'est ma collègue qui va les poser, mais oui, c'est sûr, parce que c'est ça l'histoire, au fond, d'aujourd'hui. Oui, je comprends qu'il y a un remaniement puis qu'on met des nouveaux ministres en poste, mais fondamentalement, ce que tout le monde veut savoir, c'est qu'est-ce qui se passe avec le capitaine? C'est beau l'équipe, là, mais le capitaine, qu'est-ce qui se passe avec lui? Puis vous, est-ce que vous croyez dans le capitaine? Puis est-ce que le fait que vous soyez entré au cabinet aujourd'hui, ou que vous changiez de poste, est-ce que ça veut dire que vous êtes encore derrière le capitaine ou, je ne sais pas, que vous étiez content de servir, enfin? Ou encore plus, c'est ça. Pour les nouveaux ministres, est-ce que ça influence votre opinion sur l'avenir de M. Trudeau? Est-ce que, par exemple, le nouveau ministre du Logement, c'est une bonne question, lui qui était parfois critique, est-ce que là, vous voulez rester? Oui. Puis est-ce que vous l'encouragez, M. Trudeau? Oui, exactement. Puis est-ce que vous avez confiance que c'est la bonne personne pour mener les troupes à la prochaine campagne électorale? Est-ce que, si vous ne croyez pas nécessairement à la victoire, est-ce que vous pensez que c'est la personne qui peut sauver les meubles? Est-ce que c'est la personne la mieux placée pour sauver les meubles? Parce que M. Trudeau, on vante souvent quand même ses qualités de campaigner malgré tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Donc, oui, je pense que ça va être ça la question qui va être posée au nouveau ministre aujourd'hui.